Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec, vous le connaissez à force, le format des abonnés. On est avec Ambre, Enzo et Amélia aujourd'hui pour se raconter nos histoires flippantes. On est aussi avec cette personne qui est souvent là dans les formats. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment on pourrait l'appeler, lui donner un petit nom. Les amis, j'aimerais savoir dans les commentaires avant qu'on commence à se raconter nos petites histoires, est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour améliorer ce format-là, que ce soit dans peut-être des illustrations que je pourrais ajouter pendant les histoires qu'on raconte? Est-ce que ce serait dans la qualité? Comment je pourrais augmenter la qualité de ce format finalement? N'hésitez pas, j'attends vos avis dans les commentaires. Ambre, toi, comment tu pourrais avec une phrase définir l'histoire que tu vas raconter pour un peu hype les gens? Il m'a regardé dormir. Okay. C'est du coup rationnel l'histoire? Complètement rationnel, oui. Et toi Enzo? Mon histoire est en même temps flippante et mignonne, je dirais. Toi Amélia, tu as une phrase pour définir ton histoire? Moi je dirais une rencontre qui aurait pu très mal tourner. Moi je réfléchis, une découverte horrible chez mon copain. Voilà. Les amis, évidemment, avant qu'on commence à se raconter nos histoires, c'est le petit moment promotion pour moi. J'ai lancé récemment mon Spotify, vous pouvez retrouver les vidéos qu'on tourne comme ça avec les abonnés en avant-première sur les histoires sombres et morbides de Léo, voilà, c'est sur Spotify. Vous pouvez aussi évidemment m'envoyer vos histoires comme vous l'avez fait par mail sur l'adresse leo@d-influence.com. Voilà, n'hésitez pas à me raconter vos histoires et nous, on les traitera pour sélectionner les meilleures, les plus flippantes, pour après partager un moment comme ça où on se raconte nos histoires. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'on commencerait pas les amis avec l'histoire de Ambre? Je t'en prie Ambre. Alors moi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 5 ans. Donc je suis arrivée en France il y a 5 ans pour mes études. Avant ça j'avais grandi en Asie. Quand je suis arrivée à Nice, j'avais trouvé une école de design. Je suis allée vivre dans la maison de mes parents. Donc eux, ils étaient restés en Asie et moi, je suis rentrée toute seule. Donc il faut savoir que cette maison, elle n'était pas du tout meublée. Nos meubles, ils étaient en Chine. Et donc c'était une maison d'environ 400 mètres carrés, complètement vide. Donc j'ai vécu seule pendant un moment, jusqu'à ce que le confinement se passe. Donc mes cours, ils s'arrêtent, ils reprennent, mais à distance. Et à ce moment-là, je fais venir mon cousin et un de mes très bons potes. Donc on vit ensemble tous les trois. J'ai ma meilleure amie de Chine qui est venue aussi quelques mois. Quand les cours reprennent, je crois que c'était en janvier, février, ma pote elle part et on se retrouve tous les trois. Il y avait un chien. C'était un gros staff mais vraiment 50 kilos, hein. Je rigole pas, c'était une vache. Là, je vous mets un petit peu le contexte. On était tous les 4 à la maison. Donc il faut savoir que le retour en France, il était un petit peu compliqué déjà avec le Covid, le fait de rentrer seule et donc même avec l'école, de suivre à distance, c'était compliqué. Donc de m'intégrer, c'était compliqué. Et ce mec, donc on va l'appeler Fabien, pour quand même protéger son identité, Fabien commence un peu à s'intéresser à moi entre autres, hein. Il commence à me parler, donc je me dis ça peut être cool, on va parler un petit peu et tout. Petit à petit, je me rends compte qu'il a un rapport aux femmes très particulier dans le sens où donc en prépa design, on avait tous les arts appliqués et les designs confondus. Donc graphisme, mode, architecture, design produit. Et donc dans tous nos projets, mais même en projet de culture générale, tous nos projets, il y avait un lien avec la femme ou le sexe. Tu vois, déjà tu captes le truc, ouais. Déjà, de concevoir une chaise, c'était autour de la femme et du sexe. Ça devait toujours avoir un rapport avec elle. S'il y avait notre matière de culture G dans les news de la semaine, c'était en mode autour de la technologie, l'art et tout. Et lui, c'était, ah oui, elle s'est fait violer. Et comme ça. Et donc tu te dis, c'est bizarre de sortir ça comme ça. Donc déjà, je me dis, il est un peu space quand on discute entre amis, mais d'un truc très random. D'un coup, lui, il va dire, est-ce que vous aimez balayer? De toute façon, c'est le taf des femmes, quoi. Et tu te dis, waouh. Un gros incel, quoi, qui a une haine viscérale envers les femmes, quoi. Enfin, vraiment, genre, juste parle pas, quoi. Et donc, au fur et à mesure, je me dis, ouais, c'est pas trop mon délire, mais voilà, quoi. Pendant des projets aussi, donc ça, c'était face à mes professeurs, c'était en archi d'intérieur, on passe en groupe. Face à ma prof, genre direct, sans contexte, il dit, Ambre, franchement, elle est magnifique, c'est un amour, faut qu'on fasse l'amour, quoi.
Je me dis waouh, ok. Et ma prof, elle réagit pas, enfin, elle rigole même. C'était très particulier et tout le temps c'était comme ça, même pendant nos visios, nos cours à distance. Donc normalement, soit on mettait pas notre cam, soit on mettait notre tête, quoi. Et lui, c'était toujours un plan, enfin, au niveau de son sexe. Mais enfin, il était habillé, mais donc c'était quand même très particulier. Sa bio Instagram d'ailleurs, c'était les femmes, c'est comme les cuisses de poulet, on les aime bien charnues et juteuses. Rien que ça, tu vois. Ouais, giga beauf, pervers. Misogyne et dangereux là, à ce niveau-là. Ouais. Les petites semaines passent, moi j'évite de lui parler, de le croiser, enfin ça m'intéresse pas d'être amie avec lui. Et vient le moment où on est en design produit, donc on doit concevoir une lampe pour seniors. Et le prof, il nous met en groupe. Donc là, il faut savoir que c'était aussi le temps du couvre-feu à 18h. Et lui habitait à 3 heures de Nice. Ça a son importance un petit peu après. Mais donc, le moment du processus de cette lampe, donc on la dessine, on crée un concept, etc. Et puis vient le moment où on doit la concevoir à taille réelle. Là, j'ai 2 options. C'est soit je vais chez lui à 3 heures de Nice, dans un endroit que je ne connais pas, chez une personne qui est extrêmement bizarre. Ça se trouve, je sais s'il n'habite pas avec ses parents et c'est un complet taré, enfin j'en sais rien. Ou alors, je me dis, bon, il va venir à la maison, on va travailler et il reste le soir. J'habite pas seule, j'habite avec deux garçons, mon gros chien. Je me dis, je suis en sécurité, je suis dans un endroit que je connais, chez moi, enfin voilà. Donc je lui dis, écoute, tu viens le week-end, enfin juste samedi, et on travaille sur cette lampe. Donc, vient le jour J. Je vais le chercher à la gare parce que on doit aller faire 2-3 courses chez Rougier et Play juste avant. Donc je vais le chercher. Avant ça, il me dit oui, faut que je m'arrête à la Fnac, acheter un cadeau pour ma sœur. Moi, j'étais là en mode bah écoute, va acheter ton cadeau, mais je suis pas là pour t'aider à faire tes courses, quoi. Enfin, on a un taf à faire. On va chercher le cadeau pour sa sœur. Puis elle me demande plein de conseils. Il me dit non mais de toute façon, tu viens demain, quoi. Genre maintenant, je vais pas venir à l'anniversaire de ta sœur, enfin je connais pas tes parents, ça m'intéresse pas, quoi. Il voulait même mettre mon nom sur la carte et tout, c'était vraiment trop bizarre. Là, on va en direction de Rougier et Play, donc le truc d'art plastique. Et juste, on marche dans la rue et il me dit ouais, putain, je suis trop content qu'on soit en date, quoi. Je dis, là, je le stoppe direct. J'étais un peu vénère dans le sens où ça me fait pas rire. C'était que des réflexions comme ça. Ça faisait des mois. Je lui ai dit, écoute, on n'est pas en date, on est là pour travailler. Donc non, tu arrêtes. Là, on atteint un niveau, ça me saoule, quoi. Je me dis, la journée va être longue. Donc on prend le bus, on rentre chez moi. Et là, c'était vraiment une ambiance très bizarre. Donc en arrivant chez moi, il y a le chien directement. Il se met devant moi. Et il aboie, et enfin il le grogne, quoi. Donc moi je me dis, ouais, c'est un psychopathe. Moi je fais vraiment confiance aux animaux et puis surtout ce chien qui vraiment aime tout le monde à la base. Donc ouais, moi je me dis, ouais, il est trop bizarre ce mec. Ça confirme en fait ce que je pense depuis le départ. Et puis il faut savoir qu'il me quitte pas de la journée, ce chien. Il me suit comme mon ombre, il se met à mes pieds. Généralement il me quitte pas souvent, mais là il partait pas, quoi. Dès que je sortais d'une pièce, il venait avec moi. Dès que Fabien s'approchait de moi, il grognait. Donc franchement, ouais, je pense qu'il l'a vachement senti. Et puis toute la journée, c'était... moi, je lui ai dit, écoute, tu vas couper le bois tu vas dehors, tu coupes le bois pour la lampe et moi, je m'occupe du reste, des fils électriques, de tout le reste. Mais je voulais pas du tout être à côté de lui, je voulais qu'il fasse son truc à côté, puis voilà. Et toute la journée, c'était franchement, une ambiance très, très particulière. Il n'arrêtait pas de me regarder, me faire des clins d'œil, de me faire des petits sourires. Je me dis, c'est trop bizarre, j'ai hâte que mon cousin rentre. Donc la journée passe, on a construit cette lampe. Et donc là, je vous dis, une ambiance toute la journée. Il est très, très taquin, très flirty, franchement, très bizarre. Et mon cousin, vers 18h, rentre et mon pote après... aussi. Et j'avais un autre ami qui est venu, donc là j'étais entourée de 3 gars, je me dis ok, il peut rien m'arriver. Là, rien que quand mon cousin rentre, changement d'ambiance total, vraiment très bizarre. Enfin, je suis très réceptive aux énergies, donc j'ai vraiment senti ce changement d'ambiance, c'était très particulier. Il était devenu très froid, très fermé, très limite... agressif, mais pas dans sa façon d'être, mais dans sa
présence en fait, je saurais pas tellement l'expliquer. Mon cousin essayait d'apprendre à le connaître rapidement, alors que je leur avais prévenu, je leur avais parlé de ce mec, donc ils étaient au courant de tout, mais ils essayaient quand même de l'inclure quoi, écoute, t'es là ce soir, on fait avec, donc on t'inclut dans nos conversations, on apprend à te connaître. Et lui, très fermé quoi, ses réponses sont hyper courte, hyper agressive. Je me dis au départ peut-être qu'il est un peu timide, mais c'est pas du tout son genre en fait, le connaissant. Donc je me dis c'est un petit peu bizarre. Et même mon cousin, il est venu me voir, me demander ouais, est-ce que j'ai dit quelque chose pour le froisser, tu penses, parce que c'est bizarre quoi. Changement d'ambiance bizarre et donc là on mange, on fait à manger, on discute tous ensemble. Après on avait pour habitude de regarder soit un thread d'horreur de Squeezie ou un film, et là en l'occurrence on regarde un film. Et donc comme je vous ai dit, la maison elle était complètement vide et le salon, donc c'était un peu un salon en L, donc tout au fond en fait il y avait un petit canapé lit de genre 3 places et la télé en face. Bien sûr la galanterie, tous les hommes s'assoient, me laissent pas la place et j'avais déjà pas forcément envie d'être à côté de lui, donc je m'assois par terre, je m'en fous, je regarde le film. Je pense que ça fait 45 minutes qu'on regarde le film. Genre on était tous très concentrés quoi. Et d'un coup Fabien sort, je pars pas d'ici tant que j'aurais pas embrassé Ambre. Mais genre très sérieux quoi. Devant tout le monde comme ça? Devant tout le monde, juste, ouais. Exactement, sans contexte, genre je crois on regardait Divergent, t'es là en mode mec qu'est-ce qui se passe? Il était juste venu pour ça en fait. Mais les frérots là, ils réagissent pas? Alors en fait il y a un gros blanc de genre je pense 5 bonnes secondes, mais 5 longues secondes tu vois. Et moi je me dis waouh, est-ce qu'il vient vraiment de dire ça? Et là ils se pètent une barre tous, genre en mode ils l'ont pas pris au sérieux. Mais moi, je sais qu'il est premier degré. Enfin, je le vois sur son visage, il est premier degré, il va très sérieux, ouais. Donc moi, je me dis, bon, top, je vais me coucher parce que franchement, j'aimais pas trop l'ambiance, quoi. Et donc, il faut savoir que... Donc, je vous avais dit que je vivais dans cette maison toute seule avant. Il était arrivé des petites choses, donc je dormais toujours la porte fermée à clé par précaution. Et je dormais avec le chien aussi. Donc je montais avec le chien, je fermais la porte à clé, voilà. Sauf que cette nuit, d'abord, Fabien il me dit, voilà, demain je dois partir à 6h50. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je mets devant lui mon réveil 6h50. Je te descendrai, il n'y a pas de problème. Enfin, je descendrai pour lui ouvrir les portails, sinon il se démerde après. Et mon cousin, il me dit, écoute, j'ai envie de rester un petit peu en bas avec le chien, regarder la télé. Je te le montre plus tard dans la nuit. Quand je vais me coucher, je fais ok, il n'y a pas de souci. Je montre la chambre de Fabien et moi, je vais me coucher. Donc, j'ai pas dormi la porte fermée à clé. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc, la chambre de mes parents, elle était un peu en L aussi. On aime bien les L. Et j'avais placé le futon pile en face de la porte, mais donc vraiment à 2 mètres de la porte. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu parano, donc il fallait que je vois concrètement s'il y avait un problème, je vois la porte quoi. Et donc là, je me réveille en pleine nuit, en sursaut, par mon chien qui aboie. Quand il se passe ça, tu te dis, bof, c'est peut-être c'est un truc à la con, quoi, il n'y a rien de grave. Mais je suis un peu encore dans les vapes, je me réveille et tout. Et genre à même pas 2 mètres de moi, je vois Fabien au-dessus de mon lit, littéralement en face, en train de me regarder dormir. Et là, je me dis, waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression que c'était un rêve, quoi, tu vois, et pas du tout. Donc, je me lève un petit peu. Alors en plus, tu vois, je suis dans ma chambre, je dors seule et tout. J'étais nue dans mon lit, quoi, tranquille. Et lui, voilà, même pas 1 mètre de moi, je me dis, waouh, ok, très bizarre. Et donc là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Le chien qui aboie et tout. Puis moi, j'avais un peu... j'espérais que mon cousin ou mon pote se réveille. Pas du tout. J'étais vraiment seule. Et là, il me répond pas. Juste, il me regarde, il répond pas. Je me dis, ok, c'est très bizarre. Donc, une deuxième fois, je lui dis, qu'est-ce que tu fais en fait? Il y a un problème, il répond toujours pas. Et là, je m'énerve parce que, en fait, j'ai eu super peur. Alors d'un côté, je me dis s'il m'arrive un truc, je peux me défendre. Mais en fait, sur le moment, je tremblais, j'arrivais pas à bouger et j'étais juste... je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là à me regarder dans le noir en train de dormir, quoi. C'est trop bizarre. Je sais même pas quelle heure il était. Juste en plus, tu vois, tu te réveilles sous les aboiements de ton chien. Tu te dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et juste, il bouge pas alors que je m'énerve. Je lui dis, Fabien, qu'est-ce que tu fais là? Genre, mais juste casse-toi en fait. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et là, juste, il repart comme ça, il laisse la porte grande ouverte. Donc moi, je me lève,
J'avais jamais autant tremblé de ma vie, genre mes jambes elles étaient tellement... Je savais même pas comment je tenais debout. Bref, je m'habille rapide et je descends parce que je me dis il se casse de chez moi en fait, il y a pas d'autre solution quoi. Je vais d'abord dans la chambre dans laquelle il dormait et je le vois pas donc je me dis ok il doit être en bas. Et en plus il faisait encore nuit donc je pense que c'était en pleine nuit quoi. Je descends, je l'appelle et j'ai pas de réponse et je le vois pas. Donc je me dis bon bah peut-être que j'ai mal vu donc je retourne, je remonte en haut, je le vois toujours pas dans la chambre, je vais voir dans la salle de bain, pas du tout. Donc là je redescends et en fait donc comme notre salon il est en L, il était en fait mais complètement plongé dans le noir, assis sur le canapé, juste en train de m'attendre quoi. Donc là je descends, je lui fais mec je t'appelle depuis tout à l'heure, enfin pourquoi tu réponds pas? Et juste il me dit je t'attends. Ok, d'accord. Je lui dis écoute, là tu vas juste partir de chez moi, tu prends tes affaires, tu te casses, je vais t'accompagner en bas. Il se débat pas forcément, juste il part tranquillement. Et là je lui ouvre les portails et il me dit tu peux m'accompagner à l'arrêt de bus? Je dis mais non, c'est vraiment juste genre à 20 mètres, tu te démerdes. Moi je suis en pyjama, juste casse-toi en fait. Il me dit ok tu m'embrasses alors. Je lui dis non. Mais mec... Tu m'embrasses demain alors? Non, non plus. Bon, une prochaine fois alors. Et là, juste, je lui dis, écoute, juste pars. Je lui claque le portail au nez. Et là, j'ai eu un sentiment de... Je me sentais beaucoup mieux. J'ai sprint chez moi. J'ai pas pu redormir. J'ai attendu que tout le monde se réveille pour leur expliquer ce qui s'était passé. Et je leur ai dit, vous avez pas entendu le chien et tout? Ils m'ont dit, pas du tout. Si on avait entendu, on se serait levé. Mon cousin, il était fou de rage. Heureusement que mon jumeau n'était pas en France à l'époque parce que je crois qu'il n'y aurait pas Fabien dans ce monde. Fabien ne serait plus de ce monde, ouais, ce serait... Mais mon cousin est allé lui parler dans la semaine. Il lui a dit écoute Ambre, tu lui parles plus, tu ne penses plus à elle, tu la regardes plus, tu l'oublies en fait, tu la sors de ta tête. Je sais pas forcément ce qu'il lui a dit mot pour mot. Je sais juste qu'à la fin de cette altercation, Fabien l'a regardé, il lui a donné 1 euro, il lui a dit tiens pour la dernière fois et il s'est cassé. Oh là, mais dans tout ce qu'il fait, il est cringe, c'est terrible. Mais c'est même pas cringe, c'est bizarre. Enfin, en fait, ça avait l'air d'être quelqu'un de très... En fait, j'aime pas utiliser ce terme de psychopathe parce que je suis pas du tout qualifiée pour le diagnostiquer, mais c'était dans ses façons de s'exprimer où tu as l'impression qu'il avait pas de... Pas qu'il était sans âme, mais qu'il ressentait pas les émotions ou les sentiments. Et en fait, il essayait de répliquer la tienne. Genre, si tu avais une certaine expression ou genre, je suis comme ça, il va avoir exactement la même. Comme s'il essayait de répliquer, ah, moi aussi je ressens ça. C'était vraiment très très étrange et en plus j'étais pas du tout la seule à le dire. Mon groupe d'amis avec qui je leur ai parlé de ça après, c'était en mode ouais, c'est vrai que c'était très particulier. Enfin, ça se sentait qu'il ressentait pas forcément les choses, c'était très bizarre. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Il m'a plus jamais reparlé. Enfin, il m'a reparlé une fois et je lui ai dit mais enfin, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux venir me parler quoi? Genre juste me parle plus, juste pars. Et je pense que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre de cette histoire. Peut-être les 2 semaines qui suivaient, je pouvais pas dormir seule. Mais mes potes, ils campaient dans la chambre limite. J'avais du mal à dormir parce que je sais pas en fait ce qu'il me voulait, pourquoi il m'a regardé dormir, s'il n'y avait pas eu le chien, qu'est-ce qu'il aurait fait, c'était... Ouais, franchement, il m'a fait... T'avais peur qu'il revienne en fait, c'est ça? Bah déjà oui, parce qu'il sait où j'habite. Et puis non, c'était surtout qu'à chaque fois que j'essayais de m'endormir, je me réveillais parce que j'avais comme cette image, ouais. Et qu'il était là. Et puis même, ça m'a grave impacté dans mes relations où j'ai eu peur de dormir avec un homme, même avec mon ex-copain. Je lui ai dit, je lui ai raconté cette histoire et je lui ai dit, écoute, moi, ça me fait peur de dormir avec un homme parce que je me dis, mais ça se trouve, lui, il va réussir à faire ce que l'autre voulait faire, j'en sais rien. Et je me rappelle, la première fois que j'ai dormi avec mon ex-copain, j'ai pas dormi de la nuit. Et lui-même non plus n'a pas dormi parce qu'il voulait pas que je me sente mal par rapport à cette situation. Et puis non, donc encore aujourd'hui, ça va. Ce qui était compliqué, c'était de le voir tous les jours. Mais cette personne, tu la vois encore ou... Non, du tout. Parce que t'es plus en études, j'imagine, là. Je suis plus dans cette école, j'ai eu mon diplôme et tout, donc ouais. Donc voilà, pour la petite histoire. Merci beaucoup, Ambre, pour ton histoire. On peut t'applaudir, on peut applaudir Ambre, franchement, merci infiniment. Bon, franchement, là, ça m'a mis, je t'avoue, très très mal. Ah ouais. J'imagine que elle, Denzo, maintenant, va nous mettre aussi bien mal. Alors, je vais vous raconter cette histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit. J'avais une dizaine d'années. C'était la veille
de la rentrée scolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habitais, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une maison des mines. C'était les anciennes maisons des mineurs. Donc forcément, ces maisons-là, ils ont une histoire. Il y a déjà beaucoup de personnes qui habitaient avant nous à l'intérieur. Donc forcément, il y a des âmes, il y a des choses qui se passent bizarres. Si vous voulez, c'était la veille de la rentrée scolaire. J'avais 10 ans. Donc j'avais été au lit tôt, hein, j'avais été au lit vers 21h30, j'étais petit, j'avais 10 ans. Et vers minuit, moi j'avais des escaliers en marbre qui montaient. En face, j'avais la grande chambre de ma sœur, et à droite, en haut des escaliers, j'avais la mienne. Et quand on rentrait dans ma chambre, j'avais mon lit à droite, et à gauche, près de la porte, j'avais une armoire en bois à peu près dans ce style-là, un peu plus moderne quand même, mais dans ce style-là, on va dire dans cette hauteur-là. Vers minuit, je me suis réveillé parce que en fait, je sentais que j'étais un peu étouffé. Je sais pas si vous voyez quand il y a, on vous regarde, vous sentez que vous avez une présence qui est là, même si vous ne la voyez pas forcément, vous vous sentez observé. C'est ce qui m'arrivait à ce moment-là. Je me sentais observé et j'avais des bouffées de chaleur. Donc j'avais extrêmement chaud. J'ai ouvert les yeux, je me suis retourné vers l'armoire, j'ai vu une ombre en face de l'armoire qui était debout. Donc il y avait une forme humaine. On reconnaissait le buste, etc. Et qui me regardait en face de moi. Et en fait, il y avait à peu près 1 mètre, 1m50 entre mon lit et l'armoire. En fait, j'étais petit, donc j'ai hurlé, j'ai eu peur, je me suis retourné et je me suis mis la tête dans le coussin. J'ai tellement eu peur, en fait, j'arrivais quasiment plus respirer. Et j'ai eu la chance que ma sœur est montée. Elle est montée dans le lit, donc elle est montée dans sa chambre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, je parlais dans le sommeil. Et je l'appelais. J'appelais du coup son ex-copain qui s'appelait Nathan. Il était monté avec eux. Il était monté au lit avec elle pour dormir, quoi. Et puis je l'appelais, je dis Nathan. 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 Pas de réponse. Et en fait, je les entendais parler. Et ils disaient ouais, il doit dormir, quoi. Et j'ai tellement eu peur que j'ai crié Nathan, viens voir. Et à ce moment-là, quand j'ai crié Nathan, viens voir, ils se sont levés, ils sont venus me voir. Ils ont allumé la lumière, plus rien. Donc en fait, je suis descendu. Quand je suis arrivé en bas, que j'ai été voir ma mère, j'ai fondu en larmes sans même m'en rendre compte, en fait. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais vu quelqu'un devant mon armoire. Elle est montée avec moi. Elle est restée moi 30-40 minutes. Le temps que j'essaye du moins de m'endormir. Et puis, elle a dit, écoute, maintenant, il faut que j'aille me coucher. Elle est descendue. Elle a éteint la lumière. Il était là. Donc, j'ai fait avec. Malheureusement, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Parce que moi, j'étais presque paralysé, quoi. J'avais tellement peur que... Voilà, quoi. Mais avec la fatigue, je me suis retourné de l'autre sens. Je l'ai pu regarder. Et puis, depuis ce jour-là, il s'est passé des choses bizarres dans cette maison-là. Après l'histoire-là, donc la vie a continué. Je ne l'ai plus jamais revu. Par contre, j'ai plus jamais vu cette ombre fantomatique, on va dire. Je ne l'ai plus jamais revu. Et par contre, et je suis pas le seul à... J'aurais dû faire des enregistrements d'écran de ma sœur parce qu'elle est témoin, elle avait juste la chambre à côté. En fait, moi j'avais un grenier. Dans cette chambre-là, j'avais un grenier, c'était une genre de... une genre de trappe qu'il fallait l'attraper et la tirer pour ensuite il y avait des escaliers qui descendaient. Et il n'y avait rien en haut, il y en avait des valises, des choses comme ça pour partir en vacances, mais il n'y avait rien dans ce grenier-là. Et à peu près toujours à minuit pile, et la première fois que ça m'est arrivé, j'ai sursauté dans le lit. J'ai eu tellement peur et en fait j'avais été voir ma soeur elle était même sortie de la chambre pour me dire qu'est-ce qui se passe en fait. Et c'était un boum, comme si j'étais dans le grenier, je sautais, je m'éclatais contre le sol, mais un boum. Et pendant quelques mois, il y a eu tout le temps à cette heure-là, ce boum-là. Mais une fois, tous les soirs, à minuit quasiment, ça tapait. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon grand-père était prêtre. À l'époque, quand il était plus jeune, il était prêtre d'église. Donc il était venu lire la Bible, etc. dans cette maison. Et puis depuis ce jour-là, plus jamais, il m'est plus jamais rien arrivé, quoi. Puis moi, mais j'arrivais plus à dormir dans ma chambre. J'avais plus confiance de rester tout seul à la maison. Je voulais plus rester à la maison. Parce qu'il m'était arrivé ce qui m'était arrivé, mais j'étais traumatisé pendant longtemps et j'arrivais même pas à en parler. Parce que des fois mes parents ils essayaient vraiment de savoir ce que j'avais vu. J'arrivais pas à en parler pendant des mois, des années. Puis seulement l'année d'après, j'ai commencé, j'ai grandi, ça s'était un petit peu passé, on va dire. Et là, je l'avais réellement expliqué. Mais il s'était passé également des choses comme mon père. Hein. Mon père, quand il était jeune, il avait le canapé dans le salon, hein, et on avait un grand salon, et puis il regardait la télé, il s'endormait tout le temps sur le canapé.
Et ma mère, elle était à chaque fois la nuit, en fait, il y avait le canapé et en face du canapé, on va dire, dans la cuisine, il y avait le frigo. Donc ma mère venait, la nuit, la lumière éteinte, et elle se mettait, elle l'appelait et elle se mettait comme ça, elle l'attendait. Sauf qu'un jour, mon père, il s'est réveillé, il a vu la même ombre que ma mère, hein. Il l'a vu, cette ombre-là, il l'a appelée, c'était pas ma mère, il a allumé la lumière, il n'y avait personne. Après, mon grand-père est venu lire la Bible, etc. Il n'y a plus jamais rien eu dans cette maison. Encore une fois. Voilà. Est-ce que tu t'es intéressé à ce qui s'était passé, les antécédents en fait dans cette maison? Parce que le gros boom, est-ce que c'est très très morbide ce que je vais dire, mais ça peut peut-être, si quelqu'un s'est suicidé, s'est pendu, le boom du... C'est en fait le suicidé qui rejoue la scène en fait et qui n'est pas encore parti. Ça peut être aussi ça. Hein. Ma mère m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans cette maison-là, mais je ne sais pas si c'est réellement suicidé ou pendu dans le grenier, mais ça peut peut-être venir de là, c'est possible. Ah, donc là, oui, ça pourrait effectivement coller, quoi. Et sur Instagram, du coup, tu es venu me raconter d'autres histoires avec des preuves carrément vidéo. Ça, c'est juste génial que tu as amené ça avec toi. Donc, tu nous les montreras du coup après. Est-ce que, je te transitionne, tu connais, est-ce que tu veux maintenant nous raconter la prochaine histoire, du coup, qui est liée du coup avec ton grand-père? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, c'était tout pour moi. C'était comme mon papa. En fait, je me suis toujours occupé de lui, etc. Et quand il est parti, quand il est décédé, ça m'a arraché le cœur. Hein. J'étais vraiment très très mal. Et avant ça, quelques mois avant de mourir, il m'a donné cette bague-là. Cette chevalière-là qui date de 1960. C'était la chevalière que ma grand-mère lui avait achetée à l'époque. Et cette bague-là, en fait, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, parce qu'on va dire c'est la seule chose qui me reste de lui, avec sa casquette que j'ai toujours avec moi dans la voiture. Et en fait, ce jour-là, je devais aller aider un ami à moi à faire un déménagement. Et en fait, je voulais pas la perdre, la bague, parce que, pas la perdre, mais j'avais peur de l'abîmer, quoi. Donc pour pas l'abîmer, je l'ai enlevé, alors que je l'enlève jamais. Mais quand je dis cette bague-là, je ne l'enlève jamais, c'est à part pour dormir. Même quand je suis à la douche et tout, je la garde, quoi. C'est juste pour dormir, à part ça, je l'enlève jamais. Cette fois-ci, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, je l'ai mis dans le porte-gobelet de ma voiture. Et il n'y avait que moi, hein. J'étais seul dans mon véhicule. Il n'y avait que moi dans ma voiture. C'était pas possible qu'elle disparaisse parce que personne n'est rentré dans la voiture et je savais où elle était. C'est moi qui l'ai mis dans le porte-gobelet. Après le déménagement, je suis rentré dans ma voiture, j'ai cherché dans le porte-gobelet, plus de bague. Plus de bague. J'ai retourné toute la voiture, littéralement toute la voiture. J'ai regardé sous les sièges, j'ai regardé sous les tapis, partout, je ne l'ai pas trouvé. Même dans les rails des sièges, en fait, j'ai regardé du côté. Peut-être qu'en fait, je me suis dit, je l'ai fait tomber. Rien du tout. J'ai retrouvé à peu près un mois après à la même place où je l'avais mise. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, c'était un signe. Mais j'étais tellement mal et tellement triste de l'avoir perdu. Parce que c'est en soi le seul souvenir, on va dire, réel que j'ai lui, à part avec sa casquette, quoi. Mais j'étais super triste, quoi. Je l'ai retrouvé quasiment un mois après dans ce porte-gobelet. Un truc extrêmement bizarre, c'est qu'en fait, dans mon véhicule, j'ai un cendrier. Donc le cendrier, si je le mets et qu'il y a quelque chose en dessous, ça bloque, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose, donc j'arrive pas à le mettre. Et c'est comme ça qu'en fait, je l'ai retrouvé. Parce que j'avais pas le cendrier, et puis j'ai voulu le remettre. Donc dans ce trou où j'avais posé la bague, ça bloque. Donc j'enlève le cendrier, j'ai regardé, c'était la bague qui était dedans. Voilà. Comme ça par magie, quoi, en fait, c'est un peu ça. Mais à la fois, je savais que c'était peut-être lui. Moi, je vois pas qui pourrait faire une chose pareille. Ça fait peur ou t'étais rassuré du coup? C'était comme un message, tu vois, qui te donnait? J'étais rassuré aussi parce que je sais que c'est lui. Au fond, je savais que c'était lui, quoi. Pour me faire un signe, pour me dire en fait, je suis là. C'est moi qui te l'a ramené. Je suis là, quoi. Mais plus fou, Enzo, faut que tu racontes aussi ce que tu m'as envoyé en vidéo. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. J'ai essayé d'attendre pour vraiment donner le suspense. C'est trop bien, il est vraiment dans le truc. Vraiment, le mec nous fait vraiment une réelle en mode film, c'est génial. En gros, je vais vous expliquer maintenant ce qui m'est arrivé. Du coup, là c'est sûr que de plus fou, je sais que c'est mon grand-père parce que j'ai une preuve que, en fait, si vous voulez, après ce qui m'est arrivé, j'étais tellement triste que j'étais voir une médium. Et la médium là, par contre, c'est un truc de dingue, hein, parce qu'elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Après, si vous voulez, on pourra écouter. J'ai l'enregistrement complet de tout ce qu'elle me dit. Tout est vrai. Si je veux pas vous dire de bêtises, il me semble, sur les vidéos, il y a marqué la date, il me semble que c'était un peu avant Noël ou c'était après, je sais plus. C'était au mois de décembre et il pleuvait beaucoup ce jour-là. Il pleuvait et puis j'ai été au cimetière parce que
Je sais qu'il n'est plus là, un être cher que vous avez aimé, même s'il n'est plus avec nous. Par exemple, n'importe où vous êtes, par exemple dans la chambre, etc. Que si un jour vous vous sentez mal et que vous voulez parler, il vous entend en fait, il est là. Il est tout le temps avec vous, il est accroché à vous, parce que ça a été un être cher pour vous, et puis il vous abandonne pas, on va dire. Même la médium me l'a dit, en fait, ton grand-père, t'as pas besoin d'aller au cimetière pour lui parler. Tu peux lui parler n'importe où. Mon grand-père lui avait dit, Enzo n'a pas besoin de m'entendre, ni de me voir. Juste, quand il me parle, il sait ce que je lui répondrai. Et pour revenir à cette fameuse histoire, j'étais dans ma voiture. Il pleuvait beaucoup ce soir-là, il pleuvait à torrent. Donc c'était le soir, il était quoi? Il était au moins, je pense, 23h30 minuit, quelque chose comme ça, mais c'était le soir. Et puis il pleuvait beaucoup, sinon j'aurais été enfin, parce que mon grand-père s'est fait incinérer, donc il est dans un tombeau. J'aurais été jusqu'au tombeau, quoi, mais j'ai pas pu y aller parce qu'il pleuvait vraiment fort. Donc j'ai été dans la voiture, les phares allumés, et je lui parle. Donc je pleurais, je vais pas me cacher, je pleurais dans la voiture parce qu'il est décédé, il est né le 7 septembre, il est décédé le 9. Quelques jours après sa date de naissance, il est décédé, quoi. Donc j'étais triste parce que de la date de sa mort jusqu'à Noël, c'était le premier Noël que je passais sans lui, franchement j'étais au plus mal, j'étais pas bien, quoi. Donc j'ai été lui parler, et puis donc je pleurais dans ma voiture. Et puis je sais pas, j'ai quelque chose dans ma tête qui m'a dit, et puis je jure devant Dieu maintenant, que ce que je vous raconte, c'est pas des conneries. Et cette lumière-là, j'étais là pendant au moins 1h30. Elle n'a pas bugué. Elle n'a pas bugué une seule fois. Et je regarde la lumière, et en fait, dans ma tête, je me suis dit, écoute, c'est le moment, il va te faire un signe. J'ai regardé la lumière, et je l'appelais Pépé. Je lui ai dit, Pépé, si tu m'entends et que tu es là, éteins cette lumière. Et au moment où j'ai dit, éteins cette lumière, la lumière s'est éteinte. Explique que c'est un lampadaire en fait. C'est un lampadaire. C'est un lampadaire de ville en fait, que personne ne peut. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, parce que j'aurais pu, on va dire, parce que je pense que les gens peut-être dans les commentaires vont dire, oui, mais en fait, il savait le timing du temps qui s'éteignait, etc. Au moment où je lui disais rallume la lumière se rallumait. La vidéo est folle, vraiment, c'est une dinguerie. Il va vous la montrer là, c'est une folie. Je vais vous montrer la vidéo. On va vous la montrer aussi la commu, mais c'est une folie quoi. Et ensuite, après ça, je vais vous faire écouter l'audio de la médium qui dit, en fait, c'était ton grand-père me dit que c'était lui. Donc j'en ai 2 des vidéos parce que j'ai voulu faire, parce que je savais très bien que si je n'avais pas filmé, personne ne m'aurait cru. Donc je me suis dit, bon, tente, filme. T'as réussi à filmer? Ouais, s'il te plaît. Faut pas faire attention à ma voix parce que bon, j'étais presque en larmes, hein, j'étais triste. Pépé, si t'es avec moi, fais-moi un signe. Éteins cette lampe. Quand je parle toujours. Toi-même, tu sais que je t'aime, Pépé. Et si tu es là avec moi, éteins cette lampe. On va essayer. Pépé, continue. Si t'es avec moi, tout de suite, là, maintenant, rallume-la. Mais ta gueule. Possible, c'est impossible. Folie, pardon, mais. Toutes les lumières restent allumées. Et c'était cette lumière-là que je regardais depuis le début. Hein. Je vois pas l'explication parce qu'en fait, le lampadaire comme ça de ville, à part si tu taffes à la mairie ou tu vois. Je travaille en sécurité au Luxembourg. Ouais, aucun doute. C'est surtout le timing, genre tu l'éteins, elle s'éteint, elle rallume. Regarde la prochaine est encore folle. Hein. Essayez. Ouais. Continue, Pépé. Si t'es avec moi, tout de suite, rallume-la. Maintenant. Je jure devant Dieu, vous pouvez me croire ou pas. Hein. Oui, après, c'est les gens, comment. Évidemment, les gens ont le droit aussi de ne pas y croire, d'y croire évidemment. Bien sûr. Mais je jure devant Dieu que c'est pas des conneries. En fait, je suis rentré, j'ai fondu en larmes. Je vois pas d'explication entre guillemets rationnelle à ça, quoi. Enfin, tu veux tout trouver. Je vois pas, le timing est fou. À part si tu me fais un giga prank, ce qui est très, très réussi d'ailleurs. Ouais, t'as toute une prod pour allumer la lumière pile à ce moment-là. Non. Et ça, la première vidéo, c'est l'audio de la médium. C'était compliqué pour lui les draps à la fin, je sais pas pourquoi, peut-être laver ses draps, s'occuper de lui. Il y a des choses de ça qui me parlent. Il me parle des clés de la maison. Qu'est-ce qu'il me montre encore? Il me parle de lumière qui clignote. Est-ce que tu as eu des signes, toi, de lumière qui clignotait, des choses comme ça? Lui, au cimetière. Ouais, parce qu'il me dit que c'est lui, hein. D'accord? Tu dois pas douter, hein. Ok? Tu lui as beaucoup apporté dans sa vie.
Oh mon Dieu, mais... Waouh, mec, l'histoire est folle, hein. Ce qui est dingue, c'est d'avoir des preuves. Ouais, moi je trouve ça fou. Et j'invite les gens en commentaire qui viennent raconter aussi les histoires à amener peut-être des petites preuves comme ça, audio, vidéo. Bon, évidemment, vous les filles, vos histoires, c'est un peu compliqué de filmer pendant que tu vis le truc. Parce que bon, t'as pas forcément envie de filmer le gars ou... En fait, d'un côté, c'est glauque et puis d'un côté, c'est tellement beau parce que tu te dis, il est toujours là, quoi. Et je suis pas seule. Malgré le fait qu'il me manque, il est toujours à côté de moi, quoi. Donc... Il y a aussi autre chose, là, j'ai pas fait l'enregistrement d'écran, mais elle a dit une chose qui était incroyable. Ce jour-là, c'était quelques temps après qu'il était décédé. Et j'étais triste. Et puis mon grand-père, ce qu'il faut savoir, c'est que il écoutait beaucoup de Charles Aznavour. Et j'adore Charles Aznavour, j'écoute toujours Charles Aznavour. Et puis j'étais dans ma voiture et puis je roulais assez vite ce jour-là. Bon, je sais que c'est pas bien, mais j'étais triste, je pleurais. Et dans la médium me dit, en fait, si vous voulez, moi j'habite vous connaissez pas, mais moi j'habite à Fontoy. Et mon ex-copine habite à Boulanges, donc j'étais toujours à Boulanges en fait. Et je rentrais à Fontoy. Et sur la route de Fontoy à Boulanges, c'est une route de campagne, je peux un peu rouler assez vite là. Et puis je pleurais, et la dame elle me dit, ton grand-père le jour où tu rentrais de Boulanges, tu étais sur la route entre Boulanges et Fontoy, tu pleurais. Tu pleurais, t'écoutais du Charles Aznavour. Indevinable. Indevinable. Et je l'ai, j'ai toutes les preuves, elles sont là. Elle dit, tu écoutais du Charles Aznavour et tu étais en train de pleurer, tu roulais vite. Ton grand-père était avec toi dans la voiture. Et il est en train de me dire que tu devrais faire plus attention quand tu conduis. De conduire vite, waouh. Ce que je trouve fou aussi, pour revenir à la vidéo, tu sais, des lampadaires, je trouve ça complètement dingue, j'ai fixé sur ça, qui s'éteignent. Le truc qui est fou, je dis les lampadaires, mais non, il n'y en a qu'un seul qui s'éteint. Et c'est ça le plus flippant, c'est qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui s'éteint sur tous les autres. La petite particularité, c'est que je savais que c'était lui, parce que ce lampadaire, je voulais que ça soit celui-là qui s'éteigne et pas un autre. Mais c'est ça, en fait, en plus, tu vois bien dans ton cadrage que tu filmes bien le lampadaire que tu... Ouais, tu vois, c'est pas comme si c'était genre t'avais les deux et oh, t'as lui plutôt, tu vois. Parce qu'en fait, ça m'était arrivé avant que je filme, mais je voulais filmer pour avoir une preuve. Voilà, donc elle m'a bien servi aujourd'hui. Et puis, pareil, quelques temps, c'est après la vidéo, j'étais passé avec mon ex-copine, elle avait eu peur justement de ça, malheureusement. La pauvre. Je suis passé 2 jours après, aussi la nuit, et ce même lampadaire, je dis Pépé, si t'es là, éteins la lumière. Pouf, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Et je lui dis rallume, il a rallumé la lumière. Pas de mots, merci beaucoup Enzo, on peut l'applaudir quand même pour cette histoire. Enzo, c'est exceptionnel quand même. Hein. Et merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement, 4 heures de route, on est sur 4 heures de route. Et écoutez, on passe maintenant, si vous voulez bien, tout le monde à l'histoire d'Amélia, qui est maintenant sur un truc aussi très glauque. Bon, alors, moi ça s'est passé dans les années, je me rappelle plus de l'année exacte parce que j'étais petite, mais j'avais 6-7 ans, c'était en 2010-2011. Pour mettre le contexte, parce que sinon on va croire que ma mère elle est pas responsable. Moi j'habite vraiment dans la campagne profonde, et donc la ville où j'étais en primaire, c'est une toute petite ville où à peu près tout le monde se connaissait. Au magasin on voyait un peu tout le monde, on croisait tout le monde. Pour le dire, j'ai fait maternelle, primaire, collège avec quasiment tout le temps les mêmes personnes parce que c'était vraiment tout petit. À l'époque, 2010-2011, il y avait quelques histoires d'enlèvement, mais on était tellement dans la campagne, tellement tout le monde se connaissait que on se posait pas plus de questions que ça. Enfin, il n'y avait pas de sécurité entre guillemets. Juste, je savais que je devais pas parler aux étrangers parce qu'il peut toujours y avoir des gens bizarres. Ma mère, elle a des horaires assez atypiques, elle travaille avec personnes handicapées mentales et donc elle peut avoir différents horaires. Soit on était gardés, soit les mercredis elle travaillait pas et donc mon père était au travail et elle s'occupait de nous. Mon frère, les mercredis après-midi, j'ai un grand frère, il allait au foot. Donc ce jour-là, elle est toute seule avec nous deux, donc elle amène mon frère. Et pour pas perdre de temps, parce que je sais plus ce qu'on devait faire après, elle me laisse dans la voiture, en bas du stade, elle est garée en bas du stade. Elle peut pas se garer plus haut parce que c'est une côte, mais avec des mini-marches, donc on peut pas prendre la voiture. Elle se gare le plus proche possible, et elle monte la côte avec mon frère. Elle me dit reste là, je ferme pas la voiture. Enfin, je verrouille pas la voiture, parce que, comme je disais, il n'y avait pas de peur en particulier de kidnapping ou quoi, et puis il y en avait pas pour longtemps. Je dis je reviens. Elle me dit si jamais t'as chaud, t'ouvres la fenêtre, t'emporte. Elle part, je vais partir avec mon frère. Puis 2-3 minutes après, il y a un homme qui arrive en moto noire, habillé tout en noir, avec un petit garçon derrière lui sur la moto. Il s'arrête à côté de moi et puis il commence à me parler. Il me dit oui, ça va. J'ai dit oui, ça va. Il me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis bah j'attends ma mère. Elle est partie déposer mon frère au foot. Elle va pas tarder à revenir. Et il me fait d'accord, tout ça. Il me dit tu veux venir avec moi jouer avec mon fils
Et ça m'a marqué, hein. Je me rappelle exactement de ces mots. Il me dit « J'ai plein de bonbons chez moi, j'ai plein de jouets, j'ai tout ce que tu veux. S'il y a un truc que j'ai pas, j'irai te l'acheter. Mon fils, il est un peu plus fortement, il s'ennuie, il aimerait bien se faire des copains. Viens et tout, on va s'amuser. » Je dis « Non, mais ma maman, elle va revenir. Je vais l'attendre. Merci, mais je vais rester là. » Parce que il était un peu bizarre quand même. Puis je savais que je devais pas parler aux gens que je connaissais pas. Mais ma mère, j'étais bloquée sur le fait que ma mère allait revenir et que de toute façon, ça servait à rien. Il commence à couper le contact de la... Non, même pas, il coupe pas le contact, il pose juste sa moto, il descend de la moto. Il commence à s'avancer vers moi. Et il insiste, on me dit vraiment, t'es sûr, ça ferait vraiment plaisir à mon fils. Il s'ennuie un peu tout seul. En plus, il vient de finir le foot, etc. Il aimerait bien avoir des amis, tout ça. Et il avance de plus en plus vers la voiture. Et moi, je me rappelle que la voiture n'est pas verrouillée. Et que s'il arrive, c'est fini pour moi. Parce que bon, j'avais 7 ans, j'allais pas faire grand chose contre un homme. Il avait juste, donc tout était en noir, il avait juste sa visière qui était relevée, donc je voyais son visage. Il avance, il continue à insister. Moi j'ai peur, j'essaie de pas bouger et pas de montrer que j'ai peur plus que ça, parce que j'ai peur qu'il se doute que la voiture est pas verrouillée et qu'il court et qu'il m'attrape. Il avance, j'ai de plus en plus peur. Et là, au moment où il pose sa main sur la poignée de la porte, je me dis, ça y est, c'est fini pour moi. On entend une voix derrière, une voix de femme, qui dit qu'est-ce que vous faites? Il se retourne, et en se retournant, je vois la personne qui est derrière lui, et c'est une copine à ma mère, qui vient récupérer La chance. son fils au foot, qui avait à peu près le même âge que le petit qui était derrière la moto, puisque il a pas le même âge, ses enfants, ils ont pas le même âge que mon frère, donc ils avaient la session d'âme. Donc amené de récupérer tout ça. Puis il fait non, il la regarde, il dit non, vous inquiétez pas. Je parlais avec elle, tout ça, j'allais la prendre avec moi parce que j'ai vu avec sa mère pour qu'elle vienne avec moi pour jouer avec mon fils. Sa mère, elle est au courant, il y a rien. Moi, je la regarde en mode pas du tout. Et de toute façon, elle connaissait ma mère, elle savait que c'était pas du tout son genre. Et elle dit je pense pas. Elle dit déjà, vu la tête que la petite elle fait, elle a absolument pas envie de venir avec vous, vous lui faites peur. Et en plus, je connais très bien sa mère, jamais de la vie, elle laisserait partir sa fille avec un homme comme ça, sans aucune raison. Elle dit, mais si, je vous jure, on est d'accord, c'était prévu, c'est parce que elle était pas au courant, la petite, du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu surprise, etc. Mais c'est prévu avec sa mère, elle le sait, elle va venir avec moi et mon fils. Elle dit non, et puis maintenant vous partez, sinon j'appelle la police. Elle insiste, etc. Lui, il insiste aussi de son côté, hein. Il était à 2 doigts d'ouvrir, il a même ouvert la portière, moi j'étais à 2 doigts de me faire embarquer. Et il insiste, elle commence à s'embrouiller avec, en laissant ses fils un peu de côté, mais loin de lui. Et elle finit par réussir à le faire remonter sur sa moto et partir. Elle s'approche de moi, elle me dit ça va, etc. Je dis oui, ça va, j'ai juste eu un peu peur, etc. Elle me fait il voulait quoi? Je dis il me dit il voulait me prendre avec lui. M'amener chez lui, jouer avec son fils. Il m'a dit qu'il avait plein de bonbons, plein de gâteaux, plein de nourriture, plein de jouets, etc. Il me dit mais ta mère t'a laissé là? Je dis oui, elle est juste partie déposer de mon grand frère. Elle revient quoi. Il me fait bon, je reste avec toi jusqu'à ce que je vois ta mère arriver et puis après moi j'y vais. Peut-être 1 ou 2 minutes après, on voit ma mère qui est en haut du stade qui commence à redescendre. On la voyait, elle en avait pour 1 ou 2 minutes grand max à venir nous rejoindre. Et donc elle lui fait un signe de loin pour lui dire au revoir, elle part. Et ma mère revient dans la voiture. Elle me dit qu'est-ce qu'elle te voulait, ma copine, tout ça. Je dis rien, juste elle m'a vu, elle m'a dit bonjour et tout. J'avais peur d'en parler à ma mère, je voulais pas qu'elle se sente mal, qu'elle s'en veuille. Et puis pour moi, c'est bon, c'était passé, ça valait pas le coup d'en parler. Je dis juste, elle m'a vu, elle m'a dit bonjour, elle m'a dit t'es passé bonjour, etc. On repart avec ma mère. Quelques jours plus tard, ma mère, elle vient me voir dans ma chambre, elle me dit Amélia, est-ce que je peux te parler? Je dis oui, pas de souci. J'ai parlé avec ma copine tout à l'heure et il m'a dit que la dernière fois quand je l'ai vu avec toi, c'est parce qu'il y avait un monsieur qui était avec toi et qu'il voulait que tu ailles jouer avec son fils. Je dis oui, c'est vrai, j'ai pas osé t'en parler parce que je voulais pas que tu t'inquiètes, tout ça, c'était passé. Elle l'a fait partir, ça a été. Elle me dit tu veux qu'on aille voir la police, etc. Je dis je me rappelle vite fait, mais j'ai pas assez de détails sur lui pour dire j'ai pas retenu la plaque, etc. Enfin, j'ai rien retenu, je me rappelle qu'il avait les yeux clairs, c'est tout. Je me rappellerai de rien d'autre. Elle me dit si jamais il se repasse quelque chose comme ça ou que tu revois cet homme, tu me le dis
et on va directement voir la police, etc. Et je veux plus que tu me caches quelque chose. Je dis oui, tout ça, puis on est passé à autre chose. Plusieurs années plus tard, je suis au collège, 6e, tout va bien, tout ça, et arrivé 5e, on change de directeur et de principale adjointe. Comme je vous dis, c'est une toute petite ville, donc quand on va faire les courses, il y a genre 2-3 magasins différents, et à ce moment-là, il y avait un grand magasin, un grand Leclerc qui avait ouvert dans la ville, donc presque tout le monde allait faire ses courses là-bas. Et donc quand on allait en course, ça arrivait de cours à d'autres, on croise des gens du collège, etc. Et plusieurs fois, je croise ma principale adjointe avec sa fille et son mari. Et son mari, je le vois, quand il me dit quelque chose, sa tête, elle me dit quelque chose, et je suis toujours mal à l'aise avec lui, mais ça n'arrive pas à me remettre. J'arrive pas. Et tout, la 5e passe, 4e, pareil, je croise de temps en temps, j'arrive pas. Je sais que je l'ai déjà vu quelque part, mais j'arrive pas à me remettre. Et courant 4e, j'arrive un jour à l'école. Tout le collège, il est agité. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde est agité. Ça parle de quelque chose, mais je saisis pas. Et donc, je vais voir mes amis, je leur demande, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde... Et ils me disent, écoute, c'est pour la jante, elle est cortie. Apparemment, elle va jamais revenir, etc. Elle est en dépression. C'est passé un truc de fou chez elle. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Ils disent, on le sait pas. Mais il s'est passé quelque chose de grave, apparemment. Sa fille, elle est pas là pour l'instant, mais quelques jours après, elle est revenue à l'école. Et la principale agente, on l'a jamais revue. Quelques jours après, il y a un article qui sort sur Internet. Le titre, je le connais pas exactement, mais c'était un truc, un pédopornographe repéré par le FBI, arrêté dans la ville où je vais pas la dire pour l'anonymat de sa famille, parce qu'eux, ils y sont pour rien. Et je lis l'article. Et je vois que... Ouais, c'est bizarre. C'est un homme qui gérait des sites sur le dark web de pédopornographie. Pour faire ça, il faut avoir un super niveau en informatique. Vraiment, ils le disent dans les articles, c'est vraiment... Il gérait plusieurs sites. Déjà, c'est difficile, plusieurs, c'est encore pire. Et le FBI l'a repéré au départ, et ils se sont rendus compte que c'était un Français. Donc ils ont refilé l'affaire au FBI français. À partir de ce moment-là, c'est des grosses enquêtes pour eux, de plusieurs mois, où ils retracent les adresses IP et tout. Faut pas que le mec il soupçonne quelque chose, tout ça. C'est des enquêtes super longues. Je crois que là, ça a mis 6 mois pour tendre un piège pour pouvoir l'attraper. Donc ils se sont rendus compte qu'ils géraient pas un site, parce qu'au début ils pensaient qu'ils géraient qu'un seul site. Ils se sont rendus compte qu'ils géraient pas un site mais plusieurs, et que les images, qu'il n'y avait pas de source. Quand je dis pas de source, c'est qu'ils les avaient pas reçues ou ils les avaient pas récupérées de quelqu'un. Donc ils semblaient venir de lui. Et on a appris quelques jours après que c'était pour ça que ma principale adjointe était partie, parce qu'en fait c'était son mari. Bon, moi j'ai la question de pourquoi l'homme me disait quelque chose à chaque fois que je le voyais, parce que C'était lui en qui fait. avait failli kidnapper. À quelques secondes près, je sais pas ce qui me serait arrivé. Waouh, attends, j'ai trop de questions là. Waouh. C'est mon histoire. Tu dois la remercier, c'est la copine de ta mère qui t'a sauvé. Ouais. Pendant longtemps, et maintenant je la vois plus parce que j'habite plus avec ma meuf, que pendant les étés. Mais pendant que j'étais justement au collège, quand j'étais chez mon père il habite très loin du collège, donc je devais garder un internet qu'elle allait chercher. Donc j'allais au périscolaire parce que la personne qui me gardait travaillait au périscolaire. Et je voyais ses fils, parce que ses fils étaient plus jeunes que moi. Je lui en parlais et on en parlait encore de temps en temps. Elle me disait, à fond, t'as failli te faire kidnapper, etc. Attends, mais j'ai une question. J'ai 2 questions. Première question, il avait fils et fille? Le fils, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était plus jeune que moi. Donc soit il était encore en primaire et du coup je connaissais pas son existence, soit c'était un garçon qui malheureusement qui venait d'attraper. Justement, si le gamin derrière c'était... C'était peut-être pas le sien, ouais. Quand le mec est descendu de la moto, lui il est resté dessus, il a pas bougé, il disait rien. Donc soit c'est vraiment son fils et il était avec son père normal, soit c'est un petit qu'il a réussi à amadouer avec ses petits de jouer. Et deuxième question, est-ce que ces enfants ils se sont retrouvés dans ce trafic pédopornographique ou pas du tout? Je pense pas, parce que sa fille elle est bien. Du coup j'étais au collège avec elle, elle avait un an de moins que moi il me semble. Sa fille elle est bien, je pense qu'elle a été choquée quand elle l'a su. Mais il se doutait de rien, sa famille? En fait, quand t'imagines, c'est son petit truc, son petit jardin secret. S'il est très fort et très manipulateur, tu te doutes de rien, quoi. Sa fille, elle est revenue très vite au collège, mais j'espère qu'elle va bien aussi. Je sais pas ce qui serait arrivé si je l'avais su. Dis-toi que c'est très drôle que je te raconte cette histoire et j'ai même pas fait exprès en vrai, parce que la mienne est totalement une autre POV d'une situation similaire. Bref, c'est très bizarre. Mais fou. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Amélie, on peut t'applaudir encore une fois, merci.
On connaît pas bien les personnes en fait. Ouais. Un monsieur, madame, tout le monde, quoi. Les amis, moi je vais vous raconter une histoire du coup qui a été vécue par une personne, et cette personne, je ne la connais pas, c'est un témoignage que j'ai vu sur Reddit, d'accord? Parce que bon, je vous avoue, j'ai raconté toutes les histoires que j'avais vécues de paranormales ou d'effrayantes. Donc là, je vais raconter une histoire que j'ai vue sur Reddit et qui m'a vraiment pas mal choqué. Donc, il ne nous précise pas quand ça se passe, la date, on n'a pas la précision de ça, mais en tout cas, il nous précise déjà son âge et son prénom. Il s'appelle Jules, et il a au moment des faits 16 ans. Jules, il faut savoir que c'est le cliché du gros gamer. Vraiment, il passe ses journées sur Fortnite, il adore tout ce qui est Valorant, Call of, vraiment le gros geek par excellence. Il passe ses journées là-dessus. Il a un pote aussi qui passe aussi ses journées là-dessus, il s'appelle Nico, de son vrai nom Nicolas. Et ils passent à distance leurs meilleures parties, se sont croisés du coup en game. Ils se sont dit pourquoi pas un jour se rencontrer, se faire un petit week-end à fond gaming. Du coup Jules, il va se rendre un jour chez ce fameux Nicolas. Et pour vous expliquer un petit peu dans quelle maison il va, une maison assez reculée. Un peu, vous voyez, le style Psychose. Je sais pas si vous avez vu le film Psychose. Vraiment perdu, ça fait un peu manoir et c'est un peu perdu, un peu comme Dracula quoi. C'est un peu le cliché, c'est un truc un petit peu vintage, mélange de bois, de vieilles tapisseries, très grand, sur 3 étages. Donc voilà, un week-end il s'y rend et il se rend dans cette famille qu'il découvre, et Nicolas il l'a jamais vu, il faut le savoir en vrai. Donc il découvre aussi son père, malheureusement pas sa mère, parce que sa mère, Nicolas lui explique qu'elle était partie en fait de la maison, parce qu'apparemment, comme Nicolas l'a décrit, elle était complètement hystérique. Elle avait apparemment, d'après son père, essayé de le frapper plusieurs fois. Vous imaginez une ambiance un petit peu bizarre dans la famille. Donc voilà, un jour il s'y rend. Journée classique, journée assez ensoleillée, tout se passe plutôt bien en soi. Il n'y a pas d'événement bizarre quoi. Voilà. Donc on est samedi, et donc le dimanche, c'est là où il y a un événement un peu bizarre qui va se passer. Donc le samedi, ils ont geeké un max comme des porcs, vraiment ils sont couchés à pas d'heure. Le lendemain, ils se réveillent, ils veulent encore le dimanche geeker et profiter ensemble. Donc voilà, le feeling entre eux se passe super bien, vraiment, il n'y a pas de problème. Le père aussi a l'air très gentil, sauf que le dimanche, lui, il n'est pas là. Il est absent. Voilà, Jules, il se lève un matin, Nicolas va se doucher et il allume son PC, sauf que l'écran s'allume pas. Et il se dit mince, du coup il essaie de l'allumer, il reconnecte les câbles, mais il s'allume pas quoi. Bon, du coup il va essayer de chercher un nouveau câble HDMI, parce qu'en fait ce qui relie le PC à l'écran, c'est le câble HDMI. Donc il marche plus en fait, le câble HDMI. Alors il sait pas comment, est-ce que dans la soirée, je sais pas, il y a eu les connectiques qui sont cassés. Peut-être qu'en bougeant le PC des fois, ou en rageant un petit peu, ça s'est cassé. Peut-être, il sait pas vraiment. Bon, il s'en fout de trouver une explication. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Donc il va voir un peu dans la maison, fouiller un petit peu. Bon, il trouve rien. Et en bas, au sous-sol, il y a un bureau, et c'est le bureau du père en fait. Du coup, il ose entrer parce que la porte est entrouverte. Lui, il n'est pas là, donc il va se dire bon, je vais fouiller un petit peu. J'espère que ça ne le dérangera pas trop et qu'il ne la prendra pas, et que Nicolas qui se douche aussi la prendra pas, parce que c'est un peu mal poli de faire ça. Vous imaginez aller dans une pièce comme ça alors qu'on n'est pas chez soi. Bon, moi perso, j'aurais demandé l'autorisation, mais donc il va voir s'il n'y a pas un câble HDMI qui traîne. Comme il sait que le père de Jules est journaliste, il travaille souvent sur des ordis, donc il imagine qu'il y aura des connectiques fiables là-bas. Donc il ouvre la porte. Et là, il voit devant lui une pièce assez vide, qui fait, vous savez, un petit peu bureau de président, tu vois. Un petit peu, très carré, avec une photo de la femme et de l'enfant, le truc très cliché, quoi. Et devant lui, du coup, il y a un PC qui est allumé, avec un fond noir. Et sur ce PC, il se rapproche pour y voir un dossier. Un dossier, il y a plusieurs dossiers, mais il va tilt sur un dossier, il y a marqué « Jeune poussin ». Lui, il va penser directement à cette fameuse anecdote que Nicolas lui avait racontée. Parce qu'en fait, Nicolas faisait du rugby quand il était petit. Et vous savez, les catégories, c'est souvent poussin, jeune poussin, vous savez, au rugby. En tout cas, là où il habitait. Du coup, il va se dire, c'est sûrement des photos de lui quand il joue au rugby et que son père peut-être a prises et qu'il a mis dans un dossier pour les classer, pour les souvenirs, quoi. Donc, il clique sur le dossier. Et là, il voit qu'en cliquant sur le dossier jeune poussin, ça crée des sous-dossiers. Donc, ça affiche des sous-dossiers à l'écran, où il y a marqué plusieurs âges. Il y a marqué plusieurs numéros. Il y a marqué 16, 17 ans, âge 18. Bref, c'est plein d'âges comme ça, trop bizarre. Bon, il comprend pas trop. Du coup, il va cliquer au pif sur le 16 indirectement, il sait pas pourquoi. Et là, il y a encore des sous-dossiers et plusieurs prénoms cette fois-ci. Donc ça va être, il y a Lila, Anton, et il y a Nicolas. Et le prénom de son fils. Bon. Du coup, il va cliquer sur Nicolas. Et lui, toujours, il est dans ce truc. Ok, c'est peut-être vous savez, des photos du rugby, et c'est les photos des gens qui jouent avec lui au rugby. Bon, au début, il pense pas que c'est un truc bizarre, quoi. Et là, il découvre l'horreur devant lui.
il y a plein de photos prises un petit peu en cachette de Nicolas qui est dans des situations extrêmement intimes. Et il y a même une vidéo d'une caméra qui est disposée dans la douche et au début il ne comprend pas, il appuie sur visionner et c'est Nicolas qui se douche, qui est en train de se doucher, il est dénudé complètement. Là il est assez sous le choc parce qu'il voit déjà son pote dans un dossier complètement dénudé, il comprend pas, vraiment il n'arrive pas à comprendre, il sait même pas, je sais pas, il comprend pas quoi. Par peur, et ce qu'on aurait tous fait je pense, déjà que leur famille est vraiment déconstituée, la mère s'est barrée, il a pas envie de foutre la merde, du coup il fait ok j'ai rien vu, c'est la réaction qu'il a naturelle quoi. J'ai rien vu, il referme tout, il éteint tout, il se barre. Il éteint le PC. Ah oui, il était allumé. PC qui est allumé. Là, bon, la journée se passe et tout, lui il geek, mais vous imaginez avec l'esprit, pas non plus très sain quoi, il se dit, ah, putain, il y a quand même ce truc qui est arrivé, ça lui fait peur quoi. Toute la journée, voilà, il va être pas bien, il va avoir cette histoire en tête et il va jouer mais sans trop jouer, ses rires vont être un peu crispés, donc il va partir, sa mère va venir le chercher, voilà, le dimanche soir, donc voilà. Les jours vont passer, Nicolas il va lui envoyer un message très froid, sans smiley, et il va dire dans son message, t'es allé dans le bureau, c'est ça? Et il va avoir trop peur, il va pas répondre et il va décider de ne plus jamais répondre à Nicolas, qu'il avait vu du coup pour la première fois, où le feeling était bien passé, etc. Les mois vont passer et Julie va décider d'en parler finalement à ses parents parce que ça commence vraiment à le peser cette histoire et il a quand même découvert une dinguerie. Hein. Quand on y pense, c'est quand même chaud. On est sur le PC d'un papa qui a des vidéos de son enfant dénudé. Je pense qu'aucun parent ne fait ça, quoi, normalement constitué. D'autres enfants, accessoirement. Et peut-être d'autres enfants, il ne les a pas vus, il n'a pas regardé les vidéos de ses autres enfants, il n'a pas osé cliquer sur les fichiers. Vous imaginez le trauma qu'il a déjà eu avec son pote, donc il décide d'en parler à sa mère. Elle, évidemment, elle n'est pas du tout en mode j'y crois pas, elle le croit complètement, elle croit son fils, elle est hyper compréhensive et elle lui dit bon, tu sais quoi, on va très vite aller voir dans cette maison pour le confronter. Donc elle s'y rend un jour avec son fils, lui il va rester dans la voiture évidemment. Elle va toquer à la porte de cette fameuse adresse, là où il avait passé le week-end. Et là, la personne que lui a décrit son fils, donc qui devait être finalement le père de Nicolas, c'est pas du tout lui qui se présente à la porte. C'est un mec, vraiment un jeune, quoi, un étudiant d'à peu près 20 ans, quoi, qui s'appelle Julien apparemment, et qui lui dit bonjour, enfin vous êtes qui quoi. Et là, elle explique toute l'histoire. Elle comprend, Julien ne comprend pas trop parce qu'il dit là, moi ça fait quelques temps que j'ai emménagé ici et il y a plus personne ici quoi. La famille qui vivait ici, on n'a plus de nouvelles d'eux, ils sont barrés quoi. Et donc en fait depuis ce jour-là, il se demande qu'est-ce qui se serait passé finalement si il serait resté plus longtemps chez lui. Est-ce que justement il aurait vécu ces vidéos aussi? Est-ce qu'il aurait fini dans ces vidéos-là, dans ces fichiers-là? Est-ce que les autres fichiers étaient des vidéos d'autres enfants dénudés? Ça il le saura jamais finalement parce que les mecs se sont barrés. Est-ce que le père a cramé qu'il avait éteint le PC, etc. Sûrement, comme ils se sont barrés. En tout cas, ça reste hyper mystérieux. Il ne sait pas si ces fichiers contenaient des vidéos d'enfants ou d'adultes, filmés à leur insu. Ça l'effraie encore aujourd'hui et il aura finalement du coup jamais de réponse comme on n'a plus de nouvelles de cette famille, quoi. Et il a jamais réussi à avoir un autre contact avec Nicolas. Quand il le recherchait, pourtant il connaissait son pseudo par cœur, comme il communiquait par Instagram, utilisateur introuvable. Mais lui, il paraissait normal quand il était avec... Il paraissait plutôt normal, ouais. Mais par contre, ce message, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a envoyé? Bah oui, parce que du coup, ça veut dire que lui est au courant que son père a des dossiers comme ça et c'est un petit peu bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je pense que c'est en fait le père qui a découvert que son PC était allumé et que c'est pas normal, donc il a interrogé son fils, il a sûrement pris son téléphone, il a dit montre-moi ton téléphone, et comme on est sur un manipulateur, comme je pense, c'est sûr même, le mec de ton histoire, il a tout fait pour que mais non mais vous imaginez, en vrai, une seconde, vous découvrez ça, et après, vous avez ça vous-même sur la conscience, et vous pouvez en parler à personne, entre guillemets, parce que vous êtes tétanisé de peur, mais imaginez, vous accusez une personne, et en fait, vous avez mal vu, ou c'est pas ça, c'est grave aussi, quoi, et ça peut détruire aussi une famille, des vies. Mais là, on pense quand même que c'est quelque chose de plutôt vrai, quoi. C'est la fin de mon histoire. Merci. Merci. Je pensais flop, je pensais qu'il n'y avait pas d'applaudissements, mais merci beaucoup, les gars. Écoutez, merci d'avoir fait le déplacement, en tout cas, c'est adorable. Nous, les amis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau format comme ça. J'espère que vous avez kiffé dans les commentaires. Les histoires, vraiment, je vous le dis, elles étaient complètement
terribles, j'allais dire folles, géniales, mais c'est pas tellement le terme adéquat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir eu le courage de les partager. C'est pas toujours facile. Voilà, faut être quand même aussi à l'aise et faire le déplacement, voilà, avoir la motivation. Donc merci à vous les gars. On se retrouve nous, très prochainement pour un nouveau format comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comment améliorer ce format-là, comment je pourrais, en illustrant peut-être l'améliorer. Bon, dites-moi, j'attends vos retours en commentaire. On rappelle évidemment qu'on est disponible, que ces épisodes sont disponibles en avant-première sur Spotify. Les histoires morbides et sombres de Léo. Je reposterai évidemment tous les gens qui voilà, m'identifient sur Instagram en écoutant le podcast. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très vite, c'était Léo et tout le monde ici. À plus. Я решила посмотреть этот Волгоград, стоит, я нашла какой-то Волгоград такси 20 тысяч рублей. Ну ладно, я нашла еще Блаблакар, но рейсов нет. Короче, я ничего я ничего, короче, не смогла забронировать. Вот, но мне написала Света: Оля, а зачем ты едешь в Волгоград? Я ей пыталась объяснить, но мне кажется, она так и не поняла моей цели. Я ей, короче, объясняла там про Сталинград, про вот это все. Она мне говорит: а что ты конкретно там будешь делать? Ну, я ей там объясняю, что этот город, это то, это все. Короче, ну, я не знаю, короче, Света со мной не едет, ребят, наверное. Ну, мы с ней не договаривались ехать вместе, но она просто меня спросила: какой кидок? У меня просто времени не было, потому что я Пасхи пекла. Ребят, я вообще не понимаю, вы вообще знаете, что это за город? Я как-то не совсем понимаю, почему люди у меня даже задают этот вопрос. Вы понимаете, что за город, ребят? Это город, скажем так, наверное, мне кажется, должен быть вот по туризму чуть ли не топ-1. Ты сказал, что мои Пасхи типа говно. Ты сказал, что вот, в магазине лучше там, или все, и, короче, их тоже обсирал на стриме. Пасхи мои, да. Вот. Блин, ребят. Вот. Нет, Буся, только ты одна знаешь, что такое Волгоград. Ну, походу, да, Трахалайн, я пекла сама куличи. И даже есть даже люди, которые выжили. Например, я поделилась куличом с молоковозом, и он выжил, ребят. Да. Вот, поэтому, как бы, видите? Ну, я не могу сказать, что получился какой-то шедевр, но это получилось вполне съедобно, да. Поэтому, как бы, я не прям такой бездарь, как вы думали. Так, я думал, вообще обычный город в плане всего. Ну, там очень много всего интересного, ребят. Так, кроме тебя никто не поверит, жив он или нет. Ну, я думаю, вы можете почекать его там в моих соцсетях. Он, наверное, в сети. Да, поэтому, ребят, подождите. Так он же мне подарки дарил на Пасху. Конечно. И это после Пасхи-то было. Не-не-не, он жив, ребята. Если вы сильно переживаете, он жив. Да? А как я вижу? Я вижу. Это так он сделал? Ага. Да, привет, Мустафа. Нет, я не знаю его номер. У нас не указан номер телефона. Ну, возможно, как-то он так сделал, да. Понятно. Наверное, так можно сделать для определенного контакта. У меня закрыто от всех. Ну, наверное, да, я поняла. Я поняла, когда я нажимаю на его профиль, я не вижу его номер, если вы про это. Аватар. Ребят, что за аватар? Привет, привет. Бусенька, ты как чувствуешь себя? Сегодня полная луна, оборотни будут обращаться. Я чувствую, что ты обратишься.
Да, Кошкин дом, это домик моего котика Балусика, да. Это зритель подарил ему, он очень нравится, он на него прыгает, что он тут только не делает. А там внизу вот эта вот дырка, видишь, там игрушки, и он играется совсем. Угу. А что там, какой-то чемпионат, ребят? Я просто не шарю за это. Если вы про футбол, то я за футбол вообще не шарю. Это вообще не мой любимый вид спорта. Да, как бы как-то так. Это не смешно, да. Балусик спит в другой комнате, потому что там работает кондиционер, ну, на тепло, и ему там тепло. Вот и все, ребят. Так. Ребят, подписывайтесь ко мне в ТГ. Ребят, я вообще не особо шарю за футбол, вот это все. Я всю свою жизнь прожила в одном городе футбольном и во втором, и я никогда особо за это ничего не болела, не шарила. У меня любимый вид спорта, ну, мне нравится больше всего, там, наверное, бокс, да. Мне такой нравится. Нет, я уже не буду. Не, ну я ходила на стадион, Багер, я ходила на стадион, я там болела, я знала песенку «Славься, родной шахтер», вот, и все такое. Но сейчас я вот в Краснодаре,